Bonjour, je suis Florent Ramière, je travaille chez Confluent. Confluent, c'est la boîte qui est derrière Kafka. Il y a plus de 70% des committeurs qui sont chez Confluent, donc on est un peu les experts. Alors moi, je suis Technical Account Manager chez eux et je fais également solution d'architecte. Grosso modo, je vais chez les clients et je les aide à faire ce qu'il faut pour qu'ils soient un succès. Alors, qui actuellement a déjà travaillé avec Kafka dans la salle? Ok, donc juste la moitié. Parfait. On va revenir au basique pour ceux qui connaissent pas Kafka. Kafka, c'est principalement ça. C'est des messages qu'on ajoute à la queue leu. Et grâce à ça, on a des propriétés extrêmement intéressantes. La propriété intéressante, c'est qu'un utilisateur va pouvoir se positionner dans la file de messages à un endroit donné, on appelle ça un offset, et puis il va lire tranquillement. Et donc chacun va choisir où est-ce qu'il veut se mettre dans l'historique des messages et lire à son rythme. Ça, c'est vachement intéressant. Et c'est des propriétés vraiment différentes de JMS ou des ActiveMQ et des Rabbit qu'on connaît. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a des propriétés qui en découlent, qui sont extrêmement utiles. Et l'industrie a fait OK, d'accord, bon, effectivement, ce que vous dites, ça marche vraiment. C'est la scalabilité. On a des clients, c'est 10 gigaoctets par seconde. Ça, c'est en France. Les plus gros sont à 60 gigaoctets par seconde, pas gigabits, hein, octets. Donc c'est gigantesque. Fault tolérance, ben, ouais, ça marche vraiment, vraiment bien. La résilience, pareil. Le throughput, ça bourrine. Une propriété extrêmement importante, c'est l'ordre. Si on fait l'event sourcing, on a besoin d'ordre. Kafka peut vous le garantir. L'exactly once, quand on est en train d'agréger de l'argent, on veut l'exactly once, sinon ça ne sert à rien. Ça fonctionne. Donc il y a une analogie qui est sympa, c'est en faisant du bash. Les points d'achoppement avec le système externe, on peut utiliser Kafka Connect. Ensuite, quand on pipe, on fait des greps, des TR, c'est le stream processing. Et les pipes, ça serait l'équivalent des topics. Les topics, c'est la ligne que vous avez vue avec les messages ordonnés. Ok, donc ça, c'est Kafka en mode vraiment très rapide. Le truc important de se rendre compte, c'est un espèce de bus de messages qui a des propriétés intéressantes. Vous n'êtes pas les premiers à l'utiliser. Ça a passé l'épreuve du feu. La plupart des grands du web l'utilisent. Toutes les banques de Paris l'utilisent. Il y a un de mes clients, c'est une place de marché qui crée le business. C'est du Kafka. Donc bref, allez-y, mangez-en, c'est bon. C'est déjà validé par la prod et l'industrie. Donc comment est-ce qu'on commence? Alors Kafka, c'est pas mal de composants. Il y a les brokers, les zookeepers et plein d'autres trucs. Donc c'est l'objectif de cette session, c'est vous expliquer ce qu'il y a autour des brokers, qu'est-ce qu'il y a à côté de ce bus de messages. Donc pour faire un setup, vous pouvez utiliser un composant qu'on a fait. Donc Confluent, c'est donc la boîte qui est derrière Apache Kafka, super. Et on ajoute également des composants open source. Et on fait un truc qui est vachement pratique, c'est vous récupérez un tar GZ, vous dézippez et vous faites, en fait c'est la Confluent Key, faites Confluent Start et vous avez Zookeeper qui démarre, les brokers qui démarrent, KSQL qui démarre, le schema registry qui démarre, etc. Vous n'avez rien à faire. Vous faites clic, vous êtes en mode je peux bosser tout de suite sans m'occuper du setup. Évidemment, pour ceux qui préfèrent Docker, moi je préfère plutôt Docker, il y a toutes les images qui sont disponibles sur GitHub, sur la registry Docker. Ok, donc tout à l'heure, on a vu les petits paramètres. Là. On a vu que les données de l'extérieur, on veut les ramener dans Kafka, on veut les processer, et ensuite, les trucs processés, on veut les sortir à l'extérieur. Parfait, bon, bah, super. Donc en gros, je suis dans une entreprise normale, donc j'ai des systèmes genre SQL, j'ai du LDAP, j'ai tout un truc compliqué, puis je veux le faire participer à la fête des données. Je peux utiliser Kafka Connect qui va pouvoir récupérer les données, on appelle ça des sources, et les mettre dans Kafka. Et ensuite, les traitements qu'on aura fait dans Kafka, je vais pouvoir les mettre à disposition d'autres systèmes qui ne peuvent pas se connecter à Kafka, au hasard S3, Elasticsearch, HDFS, base de données, whatever. On va pouvoir utiliser des Kafka Connect Sync. Source, Sync. OK. Donc, comment ça marche? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Oui, il y en a quelques-uns. Donc, vous avez les usual suspects, les Couchbase, les Elasticsearch, les files, les FTP, les JDBC, les chain data capture. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pour récupérer directement tous les événements sur la base de données. Côté communauté, il y en a plein.
Moi, quand je suis rentré chez Confluent, j'ai mis du temps à comprendre vraiment qu'est-ce que c'était Kafka Connect. Pourquoi j'utilisais pas juste un Logstash ou un truc qui ressemble à ça. En fait, je me suis trouvé le moyen de comprendre, c'est ça. C'est Logstash, ça marche très bien. Franchement, c'est un très bon outil. Maintenant, on peut faire la même chose avec Kafka Connect, mais pourquoi est-ce que j'utiliserais Kafka Connect et pas Logstash? Prenez un exemple. Je veux récupérer une table avec Logstash. Bon, bah, vous prenez le plugin JDBC de Logstash. Allez taper sur la table, ça va le récupérer, le mettre dans l'output que vous aurez choisi, c'est cool. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire avec Logstash si vous voulez récupérer l'ensemble de tables d'un CRM où il y a genre 100 tables? Il va falloir que je split moi-même le nombre de tables avec des Logstash, etc. C'est compliqué, et c'est justement là où Kafka Connect va nous aider. Donc Kafka Connect, il faut le voir comme l'équivalent d'un Logstash que tout le monde connaît, un Logstash distribué, qui a des propriétés intéressantes, pratiques. Ce qu'on peut faire, c'est, à l'image de Logstash, ajouter des features, des transformations, supprimer des champs, anonymiser des champs, faire du routing, des castes, etc. Kafka Connect, donc en fait, pour parler à Kafka Connect, c'est une interface REST. Grosso modo, on lui envoie des éléments assez simples, avec des transformations si on le souhaite. Les transformations, s'il y en a pas s'il y a des transformations que vous souhaitez faire qui ne sont pas disponibles, vous avez une interface. C'est vraiment à 2 balles, donc une interface avec 3 méthodes. C'est pas violent, allez-y, faites-vous plaisir. Donc le truc important tout à l'heure, on avait dit Kafka Connect, je récupère les données, je les mets dans Kafka. Je prends dans Kafka, je les sors dans l'extérieur. Super, donc ça c'est Kafka Connect. Et au milieu, il faut bien faire les choses avec ces données. Donc ça, pour l'instant, c'est la foire d'empoigne. Donc autant l'industrie a choisi Kafka comme bus de données, c'est clair, j'imagine que vous savez tout ça. Maintenant, la question, elle est, OK, mais on en fait quoi tes données? Avec quel outil je vais pouvoir processer mes données? On parle de Flink, on parle de Spark, on parle de Kafka Stream. Donc là, je vais parler de Kafka Stream, qui est donc la solution Kafka. Ça permet de faire ça. Donc, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que Kafka Stream, c'est une lib. C'est pas comme Spark ou comme Flink, où vous avez un driver qui envoie sur un serveur qui envoie sur des workers. C'est bien une lib, c'est vous qui drivez. C'est votre class loader. C'est votre main. Donc en fait, il y a plein de bénéfices qui en retirent, spécialement pour le monitoring et le déploiement. Truc intéressant aussi, c'est que c'est bien, tous les composants dont je vais parler ne sont jamais dans le broker. Le broker, s'il marche aussi bien, s'il est aussi rapide, c'est parce qu'en fait, il est simple. Donc, si vous avez en tête, tiens, un composant de l'écosystème Kafka, il ne sera jamais dans les brokers. C'est toujours un système à l'extérieur. Donc là, l'application, c'est bien une application externe. Et quand on la scale, c'est bien des applications externes. Donc, en général, quand on fait du Spark ou du Flink, on a un processing cluster. Donc, on va super. Donc, le processing cluster, il va se connecter à notre ami Kafka. Il va récupérer les données. On va pouvoir faire notre topologie, enfin le processing. On va pouvoir ramener ces informations-là dans des bases de données à disposition des différents composants externes. En général, ça sera HDFS la plupart du temps. Pardon, HDFS et HBase, ou Cassandra, ou Couchbase, enfin les classiques. Et ensuite, les dashboards où on pourra se connecter. Donc ça, souvent, ce sont des applications assez lambda. Et avec Kafka Stream, le fait que ça soit une lib, en fait, on peut être master and commander, en fait. C'est moi, supposons que j'ai un Spring Boot qui démarre, j'ai ma lib Kafka Stream, je fais ma topologie, et l'application Spring Boot qui fait un rendu XY, elle s'appelle elle-même. Donc on n'a pas besoin de passer par des hops. Ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant, spécialement sur le déploiement et le monitoring. Et évidemment, c'est du Java, donc on n'a pas les problématiques des frameworks Flink et Spark. C'est vraiment, je ne fais pas du bashing Flink et Spark, hein, c'est vraiment une propriété qui pour moi est extrêmement importante, parce que le programming model de Spark, de Flink et de Kafka Stream, il est super équivalent. On n'a pas révolutionné le monde de l'industrie du computer science. Hein. Non, c'est juste une propriété importante à mettre en valeur. Donc Kafka Stream, ça va partout. Le clustering est fait pour nous. C'est à base du Consumer Group API. Ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, comment on scale Kafka, donc Kafka Stream se base là-dessus. On a des Exactly Ones, j'en ai parlé rapidement. Donc dès qu'il y a des sous qui passent dans les tuyaux, vous faites l'agrégation, l'Exactly Ones, c'est pas négociable. Ça marche pas très bien dans Spark. Ça marche bien dans Flink et ça marche bien chez nous. L'event time processing, ça c'est extrêmement important. C'est que quand on travaille sur des données en temps réel,
et qu'on va gérer les agrégations sur le temps. Mais le temps, c'est quel temps? Le temps de la montre, le temps de l'ingestion, le temps de la production ou le temps du message du payload? C'est très compliqué en fait, on a plein de choix. Et donc en fait, Kafka Stream va pouvoir choisir la référence de temps que vous souhaitez faire. Integrity Database et performance, en gros, on embarque des choses intéressantes. On fait des windowing, on fait du join entre streams, des joins entre tables. C'est quoi une table? Allez dans la doc, c'est des trucs à 2 balles. C'est juste la dernière valeur d'une clé donnée. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. C'est que ça marche pour des petits use cases et des énormes use cases. Donc on a des use cases, on a des clients qui font plusieurs dizaines de milliards d'événements par jour. Donc ça marche bien, c'est cool. Bah oui, c'est fait du big data, donc ça scale quoi. Mais j'ai un client qui est en Allemagne, qui fait des lunettes, et eux, ils ont 1000 messages par heure. En revanche, ces 1000 messages, il faut qu'il y ait l'ensemble des garanties dont j'ai parlé tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de sécurité, redondance, résilience, etc. Et donc, en fait, ça marche aussi bien pour 1000 messages que pour des dizaines de milliards. Community, donc Kafka, les brokers Kafka sont faits en Scala, et tout le reste est fait en Java. Et les DSL Kafka Stream est fait en Java. Java, c'est bien, certains préfèrent Scala. Scala, c'est quand même bien pratique pour plein de raisons. Donc Alessis Signorin avait fait un DSL Scala qui était vachement sympa. Lightbend, les gens qui font Scala l'ont repris, l'ont amélioré. Et ils le proposent actuellement de le reverser à la communauté Apache. C'est en train de se passer. Il y a Python, ceci, cela. Truc important, si vous commencez à jouer avec Kafka Stream, normalement, vous devriez au moins regarder les difficultés de Kafka Stream. Souvent, ça sera au point d'achoppement. C'est que si un serveur tombe, bon, bah, c'est la vie, c'est fait, par design, on va reprendre. Vous pouvez avoir un hiccup, un lag de temps un peu pénible. Il faut juste regarder la documentation sur les standby replica pour pallier à ce problème. Donc, soyez pas surpris, le problème existe, la réponse existe aussi. Il faut juste regarder la doc. Pardon. Interactive Queries, ça c'est pour les gens un peu avancés, mais c'est vraiment intéressant. Ça permet de pouvoir proposer directement. Donc vous avez une topologie va créer de la donnée, cette donnée-là, elle va être utilisée pour continuer dans la topologie. Et si cette donnée-là, elle est intéressante, elle est importante, vous pouvez faire un endpoint REST pour qu'on puisse aller directement récupérer la donnée là où elle est processée en temps réel, parce que c'est vraiment là où elle est créée. Donc c'est un truc extrêmement intéressant. On pourra en parler après. C'est un cas d'usage que je trouve super. Donc là, finalement, à la fin, je vais vous montrer sur mon GitHub tout ce dont je vous parle. Vous avez des exemples concrets. Et donc Kafka Stream, c'est bien du code. Donc le code, c'est sympa, mais si on pouvait ne pas faire de code, ça serait vachement mieux. C'est KSQL qui fait ça. KSQL, c'est un DSL qui ressemble à du SQL, qui va réaliser la même chose que Kafka Stream. Perso, c'est ce que moi je préfère. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est la pépite. Vous avez un topic clickstream. Un topic, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Kafka, c'est bien l'endroit où vous avez tous vos messages ordonnés qui arrivent. Vous pouvez faire des selects sans faire de code. Donc il n'y a pas de processus de déploiement, je ne fais pas un worker qui fait des machins, je ne sors pas un IntelliJ. Je fais ça en ligne de commande, un peu comme si c'était un MySQL. C'est extrêmement intéressant. Alors quand on lance ça, ça ne s'arrête jamais. Bah oui, ça s'arrête. Parce que si c'était une base de données, ça me donnerait les statuts et les bytes de la table qui existent. Actuellement, j'en ai 27, je te donne les 27. Là, comme c'est un stream, ça ne s'arrête jamais. On est bien d'accord. Donc il faut vraiment que je l'arrête, CTRL-C, pour dire non, c'est bon, je vais arrêter de processer ce truc-là. Donc ça, c'est une propriété intéressante, c'est que ce sont des continuous queries. KSQL peut faire des joins. Alors ça, c'est vraiment très utile. Vous vous rendez bien compte que faire des joins en temps réel, c'est quand même bien pratique. Pour ceux au hasard qui utilisent Elasticsearch, ok, donc 60% des gens ici. Donc Elasticsearch, c'est de la bombe atomique, ça marche vraiment très bien. Les billets, ils adorent Elasticsearch parce que c'est un cubeolap pas cher. Le problème d'Elasticsearch, c'est qu'on en veut toujours plus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de join. Ce que vous pouvez faire, c'est avant d'amener les données dans Elasticsearch, vous les joinez avec les données que vous aurez récupérées via Kafka Connect de votre système, soit avec des bases de données, soit avec des LDAPs, etc. Vous enrichissez en temps réel la donnée, vous la mettez dans Elasticsearch et les billets, ils font c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extrêmement épatant. Petit caveat,
Donc KSQL, finalement, c'est une UI au-dessus de Kafka Stream. Je vous ai dit que Kafka Stream a des joins. Donc il y a des joins entre stream, 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 tab, 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 stream, etc. KSQL ne gère pour l'instant que de stream à table. Donc dans 2 mois, il y aura toutes les différentes joins, mais ne soyez pas surpris que vous n'ayez pas du stream à stream dans KSQL lorsque vous le testez. Ça, c'est la requête qui tue. En quelques lignes, il y a plein de choses qui se passent. Donc on voit des tables, on voit des windows, des groupes et des having. Donc là, on va compter le nombre de fois où la carte a été essayée sur une fenêtre glissante de 5 secondes, et lorsque le nombre sur cette fenêtre, nombre d'occurrences dans cette fenêtre est supérieur à 3, à ce moment-là, c'est une information intéressante, et je veux la reverser dans un autre topic. Donc ça suppose plein de choses. Donc ça suppose de l'état. Mais qu'est-ce qui se passe si mon nœud KSQL tombe? Il est en train de processer un truc, et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait l'exactly once. Ah ouais, mais... Donc en fait, il y a une donnée qui est stockée dans une base de données en mémoire qui s'appelle RocksDB, mais c'est également répliqué dans un topic Kafka qui lui-même est résilient avec des propriétés intéressantes dont on a parlé tout à l'heure, et qui revient quand le nœud redevient up et se remet à jour, et donc on arrive à faire des choses extrêmement intéressantes. Donc c'est vraiment du eat your own dog food qui se passe. Alors KSQL, c'est pas magique, hein. Comme tout à l'heure, j'ai fait un select étoile from quelque chose, c'était vraiment c'était une query infinie. C'est pas fait pour des requêtes de BI. Donc comme il n'y a pas d'index, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est pour créer de la valeur en temps réel. Si votre join window fait 3 heures, posez-vous des questions. Si elle fait 3 jours, non, vous posez pas de questions, vous êtes en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Donc les trade-offs. Donc finalement, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de Kafka Stream, de KSQL, de Connect. Évidemment, il y a les consommateurs et les producteurs. Donc c'est l'aspect de plus bas niveau pour consommer et produire des données dans Kafka. Chacun a son cas d'usage. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec Kafka Connect, il y avait les transforms. Super, donc les regex, les suppressions, ceci, cela. Il faut bien... Pour moi, c'est un outil, un cas d'usage. Faites attention à pas utiliser... Enfin, over-utiliser un composant parce qu'il est sympa. Par exemple, dans KSQL, vous pouvez faire des user-defined functions. Lorsque vous êtes en train de faire des trucs un peu compliqués, posez-vous la question, est-ce qu'il ne faut pas que je le fasse en Kafka Stream? Donc ça, c'est pas forcément facile de savoir vraiment quel est le degré, quoi utiliser. N'hésitez pas à aller vers la communauté. Il y a un Slack de communautaire où ça se passe assez sympa. Ça se passe vraiment bien, on aide tout le monde. Donc tout à l'heure, on parlait des données qui sont dans les logs, super. Donc en général, c'est du JSON, super. Qui met du JSON dans Kafka? Donc finalement, super peu. Et donc vous mettez quoi si ce n'est pas du JSON? Pour les autres? JSON aussi, d'accord. Protocol buffer pour certains? Du SBE? Tu sais quoi? Protobuf, d'accord. Donc en fait, vous faites les choses bien, et ceux qui font du JSON font les choses sûrement bien, mais ça va sûrement piquer plus tard. Regardez, vous avez un contrat, un JSON avec des données, c'est cool. Donc le booking service va mettre ces données dans le broker. Donc finalement, il y a d'autres composants qui vont aller récupérer ces données-là. Elles vont écouter les données qui sont dans le bus. Ils font les trucs. Donc tu as une base de données qui fait une table particulière avec un timestamp, d'autres qui utilisent un truc avec un timestamp. Et finalement, pas de bol, le book service, il change son contrat. Il dit, oui, on fait comment? C'est-à-dire que maintenant, il faut que nos amis soient au courant. Ils ne sont pas au courant, ça tombe. D'accord. Donc la seule solution quand on fait du JSON, c'est dire, c'est too bad. D'accord. Donc en gros, les messages qui passent dans vos tuyaux, ils ont par nature une structure, par nature une API. Et si c'est une API, elle doit être versionnée. Si elle est versionnée, on doit déterminer comment est-ce qu'on gère les breaking change, etc. Donc là, Schema Registry, ça sert exactement à ça. C'est je pousse des données dans mon Kafka avec un certain type de contrat. Et les contrats, ça sera ce topic, il est forward compatible, ou alors il est backward compatible, ou alors il est full compatible. Donc il y a plein d'options disponibles. C'est fait en Avro. Ça, c'est un sujet
qui peut être extrêmement long. Sachez que si vous faites du JSON, c'est très pratique le JSON. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais s'il y a vraiment des business events dedans, je vous recommande violemment de regarder la schema registry. Ça serait dommage, en voulant faire les choses bien, d'être dans un état qui va être difficile à remettre d'aplomb. Donc si on parle bien de contrats, et les contrats, ça s'enforce au plus tôt. Donc on a des plugins Maven pour faire ce genre de choses, pour enregistrer les schémas, parce que finalement ça vient des sources control, pour les tester et pour les récupérer. Confluent fait plein de clients. Donc on a les clients en C, en C#, en C++, en Go, en Python, etc., etc. Donc ça, c'est open source, évidemment. Des fois, vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous avez du COBOL, vous avez du Packbase, vous avez du Delphi, et il n'y a pas de plugin particulier pour... il n'y a pas de client pour ce composant. Et voilà, vous avez un REST proxy, donc c'est un proxy, vous vous connectez en HTTP, il arrive à refaire les mêmes choses que le producteur et le consommateur en HTTP. Allez-y, c'est cool. Alors ça, c'est un truc qui me surprend, c'est qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas les tools qui arrivent naturellement avec Apache Kafka. C'est hyper dommage. Donc Apache Kafka, souvent, on le sort pour faire de la perf, pour avoir une latence assez faible, pour tester que les brokers, quand on les tue, ils continuent à vivre, etc., etc., etc. Il y a des outils qui sont adaptés à ça. Dans ton corps, c'est très bien. Donc là, par exemple, quand moi je vais chez les clients, la plupart du temps, ils me disent « mais montre-moi que ça marche aussi bien prévu ». On a des Kafka producers perf, on a des consumer perf, on a... là, je donne un exemple. Donc là, j'ai démarré la console locale dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, je vais aller plus vite, mais en gros, là, je suis en train de tester la... Ah, oh, pardon, excuse-moi. Oui, ok. Merci. Donc là, je teste, quand on voit les choses, donc là, je vais tester sur les différents types de compression. Donc Snappy, gzip, LZ4, etc. et None. Et je regarde l'impact sur la performance. Et ça, c'est vachement utile pour vous rassurer vous-même, en fait. Donc n'hésitez pas, il y a plein d'outils qui ressemblent à ça. Donc au final, ce que vous faites, vous prenez Snappy et vous ne posez pas de questions, ça marche vachement bien. OK. Les consumer groups, c'est hyper important. Alors, sachez que vous pouvez voir où sont les groupes. Les groupes, c'est tout un système assez simple, mais qui est assez peu outillé. End-to-end latency, ça c'est hyper important lorsque vous faites de la perf. Vous avez un outil qui est directement dans la distrib Kafka pour tester la latence complète. Donc vous faites vos tests de bench, c'est cool, et en même temps, vous testez la latence, extrêmement utile. Ce que vous pouvez, c'est le laisser également en prod, c'est pratique. Dump log segment, wow, alors là c'est un peu poilu, en revanche c'est extrêmement utile. Si vous êtes à la prod et vous n'avez pas accès aux clients, souvent ils vont un peu foirer la taille des batchs, ou alors ils n'auront pas mis du gzip, donc ça va prendre du réseau. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder directement dans les segments, donc les éléments du fichier dans le broker, pour déterminer quelles ont été les propriétés des consommateurs, extrêmement utile pour aider les clients à mettre la bonne configuration. Donc il y a plein de tools, allez regarder, c'est vachement bien. Le monitoring, il y a trop de personnes qui monitorent par Kafka. C'est pas violent, c'est dommage, ça coûte pas cher. Alors j'ai un GitHub complet qui explique du monitoring de A à Z, ce que vous pourriez faire. Donc ça va largement au-delà de Kafka. Donc il y a plein d'idées sur le monitoring. Allez regarder. Donc grosso modo, il y a Jolokia, Prometheus, c'est un truc très bien. Les consumer lag. Les consumer lag, c'est en tant que consommateur, je suis dans ma file de messages, super. Donc je suis ici et la fin de la file, elle est là. Donc j'ai ça de différence par rapport à la fin à l'information la plus récente. Donc où est-ce que j'en suis par rapport à la fin? Donc en gros, est-ce que je suis en retard ou pas en retard? Burrow, fait par LinkedIn, marche super bien. N'hésitez pas, il faut en manger. Tout ça, c'est compliqué. Il y a plein de composants qui sont éparses. Il y a sur notre GitHub CPDemo, c'est Confluent Platform Demo. Il y a tout dedans. Vous avez un Docker Compose, c'est Docker Compose Up. Vous avez les zookeepers, les brokers, les KSQL, des connecteurs qui vont récupérer du Wikipédia, le processer, le mettre dans un Elasticsearch, etc. Au final, tout ça, c'est pour dire il faut qu'on parle. Et
je vous recommande d'aller sur mon GitHub Kafka Story, où en fait tout ce dont je vous ai parlé, merci, j'ai vu, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc Kafka Story, où j'ai plein d'étapes, où je parle des setups, des consumers, des producers. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir monter en compétences progressives. Parce que finalement, la difficulté de la CP démo où il y a la totale, c'est que vous avez la totale. Comment est-ce que vous arrivez à entrer dans l'écosystème? C'est un peu difficile. Donc là, en fait, je prends les éléments un par un, avec un consommateur simple, avec un producteur simple. Je fais un peu de monitoring, je fais du Kafka Stream, je capture, je réutilise Kafka Stream pour travailler sur le monitoring, etc., etc. Je fais du chain data capture avec MySQL. Et à chaque fois, si vous n'avez pas le temps de regarder, vous voulez juste être convaincu que c'est utile, je vous donne les exemples. Je vous donne, là, par exemple, c'est le chain data capture. Je fais les erreurs exprès, les erreurs que vous auriez fait. Comme ça, je ne vous montre pas juste la solution, je vous montre les types d'erreurs qu'on fait en général, avec à chaque fois des restitutions live que j'ai fait. Donc comme ça, vous n'avez même pas besoin de faire le setup. Par exemple, si vous êtes chez votre client et vous n'avez pas Docker, ou vous avez des proxys qui vous ennuient, vous pouvez aller directement regarder ce que ça donnerait en vrai. Donc à chaque fois, je vous montre que mon Docker Compose, il est clean. Je fais un Docker Compose up et je regarde ce qui se passe. Donc avec ça, vous avez, il me semble, pas mal de choses pour avancer dans vos projets demain, à pas cher. C'est là, ready for the taking, quoi. C'est extrêmement simple. Vous avez des questions, moi je suis dispo. Parce que si vous avez des difficultés, ça veut dire que il faut les adresser ou faire le meilleur doc, etc. J'ai 3 minutes. Il y a un truc qui est important, c'est le blog de Confluent. Il est soit extrêmement technique, si vous souhaitez aller dans les arcades de la gestion transactionnelle, des topics, etc. Faites-vous plaisir. Et il y a aussi plein d'éléments qui sont très métiers. Là, par exemple, c'est un jeu vidéo. On a connecté sur un jeu vidéo les métriques du volant, du stick shift et des pédales. Et on récupère ça avec Kafka Connect, on fait du processing avec KSQL, qu'on remet dans Kafka, qu'on récupère avec Kafka Connect et pour le mettre dans un InfluDB, et on utilise un Grafana pour regarder tout ça en temps réel. C'est plus sympa. Donc les docs sur Confluent sont souvent bien meilleurs que celles de Kafka, donc allez-y en premier, et si vous ne trouvez pas votre bonheur chez Confluent, allez chez Kafka ensuite. Donc il y a vraiment plein de choses. Côté code, tout est ouvert, faites-vous plaisir. On est prêt à discuter sur le channel Slack de Confluent. Quand je parlais du monitoring, qui est un des parents pauvres de ce que je vois en prod, voici toutes les étapes sur lesquelles je vais vous aider à regarder. Je ne vous donne pas une solution complète, bam, avec Telegraph, Prometheus, whatever. Non, je vous dis étape par étape, comment est-ce que j'arrive à la solution que je vous propose à la fin, qui n'est qu'un début de discussion, parce que tout est évidemment adaptable, interchangeable et prêt à discuter. Donc c'était ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plein de choses à regarder, c'est intéressant. KSQL, c'est vraiment un game changer. Confluent, on appuie très très fort dessus parce qu'on sait que tout le monde en a besoin. Parce qu'en réalité, les Spark et les Flink, souvent, on en fait des choses très simples avec. Donc si on fait des choses très simples, autant y aller vraiment et accepter qu'on fait la plupart du temps les choses simples. Les choses compliquées, très bien. Kafka Stream, Flink, Spark, on peut en discuter. Mais les choses simples, faisons vraiment simples. Donc je suis prêt à prendre les questions que vous voulez. Et évidemment, je serai dispo sur le stand pour papoter technique, vous montrer des démos avec du code, regarder qu'est-ce que c'est Kafka Stream en vrai, KSQL en vrai, etc. C'est avec plaisir. Vas-y. Oui. Oh, bonne question. Donc Kubernetes OpenShift. Donc actuellement, il n'y a pas vraiment de truc standard qui est autour de Kafka. En fait, on va probablement annoncer, je ne le dis pas, mais bon, j'ai envie de le dire quand même, que Kubernetes ça arrive dans pas longtemps. Il se trouve que je travaille dessus en fait aussi. Donc oui, ça arrive. Et le marché a choisi Kubernetes. Donc ça arrive full throttle, quoi, violemment. Et ça fonctionne très bien. Il y a plein de gens qui disent ouais, sur Kafka, sur VMware, ça marche pas très bien. Kafka dans Docker, ça marche pas très bien.
Ça marche super. Et c'est supporté par Confluent. Donc non, ça marche très bien. On a des clients violents qui font ça très très bien. Idem pour Kafka Stream et KSQL. D'autres questions? Oui? Oui? Nickel. De co- Alors, en fait, j'ai pas compris la question, donc je peux pas la répéter. Alors, d'accord. Donc, la question, c'est si je fais passer n'importe quel schéma de données dans un topic, est-ce que la schema registry peut m'aider? C'est ça? Non, 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 clairement pas. Non, si tu veux avoir plusieurs sémantiques, plusieurs API, c'est donc bien plusieurs topics. Tu peux pas utiliser la schema registry pour avoir des topics dynamiques en fonction de propriétés particulières. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, c'est la fin. Je réponds à toutes vos questions et je suis là pendant les 2 jours après. Comme ça, le prochain speaker peut passer. Merci.